Les phénomènes climatiques, qu'ils soient extrêmes, inondations, tempêtes, cyclones, ou à évolution lente, comme la hausse du niveau des mers ou la hausse de la température globale, ont des implications sécuritaires importantes. Et c'est pour ça que les acteurs de la sécurité, parmi lesquels les ministères de la Défense et évidemment les forces armées, s'intéressent à ces enjeux. Les forces armées sont en effet directement impactées par les changements climatiques et la dégradation environnementale. Elles vont être impactées à la fois au niveau de leurs infrastructures et de leurs équipements, comme le reste de la société civile, mais aussi dans les missions des forces armées. Ces missions sont modifiées. Elles sont modifiées dans leur nature. Il va y avoir de plus en plus de missions de sécurité civile en réponse aux catastrophes naturelles, mais aussi dans leurs conditions d'opération. Ces conditions d'opération vont être modifiées, affectées par le changement climatique, il va être plus compliqué d'envoyer des hommes sur le terrain. Il nous paraît important à nous que les forces armées s'impliquent dans la gouvernance climatique internationale, déjà parce que ça va directement les affecter, mais aussi parce que leurs activités ont un impact sur le changement climatique. Leurs activités participent au changement climatique et à la dégradation environnementale. Le déploiement de troupes, la construction de bases, l'utilisation d'équipements, tout cela participe au changement climatique et il est crucial que les armées s'impliquent dans la gouvernance internationale. Et la mission première des armées, la priorité des forces armées, c'est de garantir la sécurité nationale et la sécurité des citoyens. Et c'est dans ce cadre qu'il est important pour les ministères de prendre conscience du besoin de résilience climatique des forces armées, puisqu'elles doivent être les derniers recours du gouvernement, mobilisables en cas de crise, et que, bien évidemment, si elles ne sont pas prêtes, il va être compliqué pour elles d'aider les populations et de leur porter secours. Que ce soit d'un point de vue doctrinal ou opérationnel, ce sont en majorité les armées des pays à plus haut revenu et donc souvent les armées les plus modernes comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui ont commencé à intégrer le changement climatique. Alors, dans ces cas-là, c'est la question de la résilience qui est posée, avec l'idée qu'il faut réussir à maintenir des forces en totale capacité d'opérer malgré une modification des conditions d'opération du fait du changement climatique. En fait, il s'agit ici de maintenir ou d'améliorer ce qu'on appelle l'effet militaire malgré la dégradation des conditions environnementales. On remarque également que parmi les pays qui ont commencé à intégrer le changement climatique à leurs éléments de doctrine, que ce soit leur livre blanc ou leur politique de sécurité nationale, un nombre très réduit a commencé à traduire en fait cette réflexion en action. Encore une fois, ce sont souvent les pays à plus haut revenu, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis bien entendu, et souvent également ces actions sont assez similaires, avec par exemple l'élaboration de méthodologies d'analyse de la vulnérabilité des infrastructures. On retrouve aussi la création de comités spécifiques ou encore des soutiens à la recherche et la rédaction de rapports. Alors au-delà des actions entreprises pour adapter l'appareil militaire, que ce soit les infrastructures, les bâtiments, les équipements, etc., on observe aussi une adaptation des missions à la fois intérieures et extérieures des armées. Alors pour l'instant, ce sont principalement les missions de protection des frontières, de surveillance maritime et aussi d'ingénierie qui mobilisent le plus les forces armées. En termes d'ingénierie, on pense surtout là aux réponses aux catastrophes naturelles avec la reconstruction de ponts, de routes, de communications suite à l'occurrence d'un cyclone, d'une tempête, une inondation, bref, une catastrophe naturelle. Et à ce sujet, justement, il s'avère que le changement climatique, parce qu'il agit et qu'il augmente en fait par ses conséquences l'intensité et la fréquence des catastrophes naturelles, eh bien ce phénomène a également une incidence directe sur la nature des opérations des armées et on voit ici qu'il y a une sollicitation de plus en plus accrue des forces armées pour répondre suite à l'occurrence de catastrophes naturelles. Très souvent, cette intervention des forces armées se fait en coopération avec les autorités civiles qui ont la charge de répondre et elles arrivent en fait en soutien. C'est donc ici la question de la coopération civilo-militaire
militaire qui est posée. Et justement, à cet égard, certains gouvernements ont mis en place des systèmes de prévention, d'anticipation et de réponse aux catastrophes naturelles qui ont pour but justement d'institutionnaliser ce rapport et cette coopération entre les civils et les militaires. On retrouve également des formes de coopération au niveau multilatéraux et aussi bilatéraux, avec par exemple des forces spécialisées dans des zones géographiques particulières. Nos recherches nous ont permis de comprendre que le caractère relativement peu tangible du changement climatique, conjugué à la culture militaire, ont pour effet de produire en fait une approche des crises et des problématiques climato-environnementales par deux prismes bien spécifiques. Le premier, c'est celui de l'urgence, et le second, celui de la technophilie. Or, répondre dans l'urgence ne permet pas, ou peu, de renforcer la résilience, tandis que le recours aux technologies a tendance à complexifier la chaîne d'approvisionnement, notamment en énergie, et donc, in fine, de ne pas contribuer avec cet objectif de base à la réduction de l'empreinte climatique des armées. C'est en fait un co-bénéfice plutôt qu'une action en elle-même. Un nombre assez réduit de forces armées, principalement les pays les plus développés et les armées les plus technologiques, s'intéressent à l'identification et à la réduction des faiblesses au sein de la chaîne d'approvisionnement en énergie. C'est le concept de résilience énergétique. Il s'agit ici de réduire les dépendances à l'approvisionnement en énergie, et si le but est opérationnel, souvent ça a des co-bénéfices climatiques, en changement par exemple de carburant ou en efficacité énergétique. Un autre concept qu'on peut mobiliser et que les armées ne mobilisent pas assez, c'est celui d'économie circulaire, qui apporterait pourtant une autonomie stratégique importante grâce à un circuit court. Et enfin, d'autres armées s'intéressent à la protection et à la restauration d'écosystèmes. Ce sont principalement des forces armées des pays du Sud, avec des missions comme le replantage d'arbres ou encore la décontamination de sols minés. La résilience des forces armées face aux crises climatiques et environnementales doit être renforcée à cause tout simplement en fait, de l'ampleur des impacts du changement climatique, tant sur les infrastructures que les missions des armées. À ce jour, c'est un nombre très réduit d'armées qui a commencé à s'approprier la problématique. Et cela s'explique tout d'abord par la complexité inhérente du changement climatique et nécessite de ce fait de former les militaires et tout le personnel militaire, y compris les décideurs, aux enjeux qu'il sous-tend et aux interactions du changement climatique avec d'autres phénomènes, qu'ils soient sociaux, politiques ou économiques. La première idée, c'est évidemment d'encourager les forces armées à réduire drastiquement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités, tout simplement pour limiter autant que possible le changement climatique. La deuxième recommandation qu'on peut faire, c'est de penser à la climato-conception des équipements pour que ceux-ci puissent continuer à opérer dans un monde où les températures globales seront plus proches de plus 2, plus 4 degrés qu'elles ne l'est aujourd'hui. Et enfin, la troisième idée, c'est de repenser, de mieux organiser les réponses aux événements climatiques extrêmes, tant dans la formation que dans l'équipement, les infrastructures et la façon de penser. Les deux derniers points qui nous paraissent cruciaux à mentionner sont ceux en fait liés à la coopération entre acteurs civils et militaires. Alors tout d'abord, c'est important de renforcer et d'encourager au maximum la coopération entre acteurs militaires, donc entre ministères de la Défense, tout simplement pour des raisons d'efficacité, dans la mesure où le partage de savoir et de savoir-faire va permettre de renforcer les capacités des forces armées à faire face aux impacts du changement climatique qui, justement, sont globaux dans leur nature. Tout en recommandant cette coopération plus étroite entre acteurs de la défense, il est crucial de souligner et de rappeler que la réponse aux impacts sécuritaires du changement climatique doit se faire également avec la société civile. En fait, les acteurs militaires sont en effet cruciaux, mais ils ne sont pas suffisants pour justement répondre à la diversité des impacts sécuritaires et ce qui les sous-tend. Et en ce sens, nous recommandons en effet de coopérer de manière étroite avec le monde des ONG et ceux de la recherche, toujours dans l'idée de renforcer cette capacité-là et d'élaborer des solutions durables et efficaces.